presse, le docteur Warden était venu se joindre à deux autres de ses confrères pour former une consultation pour mon fils dont l'indisposition me donnait de l'inquiétude. L'empereur a bien voulu recevoir à ma requête. Cette ancienne connaissance de Northumberland était causée près de 2 heures, faisant familièrement en revue les actes de son administration qui ont accumulé sur lui le plus de haine, des mensonges et des calomnies. Rien n'était plus correct, plus clair, plus simple, plus curieux, plus satisfaisant, me disait plus tard ce docteur. L'empereur termina par ces paroles remarquables. Je m'inquiète peu de tous les libelles lancés contre moi, mes actes et les événements et répondant mieux que les plus habiles plaidoyers. Je me suis assis sur un trône vide. J'y suis monté vierge de tous les crimes ordinaires au chef de dynastie qu'on a cherché dans l'histoire et que l'on compare. Si j'ai à craindre un reproche de la postérité et de l'histoire, ce ne sera pas d'avoir été trop méchant, mais peut-être d'avoir été trop bon. Après le dîner, l'empereur a parcouru le dictionnaire de Gioretta, nouvellement arrivé, dont l'idée est plaisante et l'exécution manquée. C'est le recueil alphabétique des personnes vivantes qui avaient paru sur la scène depuis la Révolution et dont les expressions, les sentiments et les actes avaient suivi la variation du vent. Des géorettes accompagnant le nom avec l'extrait des discours en regard ou les actes qui les leur avaient mérité. En l'ouvrant, l'empereur a demandé s'il s'y trouvait quelqu'un de nous. Non, sire, lui a-t-on répondu plaisamment. Il n'y a que votre majesté. En effet, Napoléon y était pour avoir consacré la République et exercé la royauté. L'empereur s'est mis à nous lire divers articles. La transition des discours de chacun était vraiment curieuse. Les contrastes étaient parfois exprimés avec tant d'impudeur et d'effronterie que l'empereur, tout en lisant, ne pouvait s'empêcher d'en rire de bon cœur. Néanmoins, au bout de quelques pages, il a rejeté le livre avec l'expression de dégoût et de la douleur, observant que près tout ce recueil était la dégradation de la société, le code de la turpitude, les billets de notre honneur. Un article lui était particulièrement sensible, celui de Berthollet, qu'il avait réellement comblé, sur lequel il devait tant compter, disait-il. Tout le monde connaît ce trait charmant. Berthollet a éprouvé des pertes et se trouvant gêné. L'empereur qui l'a pris lui envoya 100 000 écus, ajouta qu'il avait à se plaindre de lui puisqu'il avait ignoré que lui, Napoléon, était toujours au service de ses amis. Eh bien, Berthollet, lors des désastres, a été très mal pour l'empereur, qui en fut vraiment affecté dans le temps, répétant plusieurs fois « Quoi? Berthollet, mon ami, Berthollet, sur lequel j'aurais dû t'en compter ?» Aurais-tu de l'île d'Elba, Berthollet sentit se réveiller ses sentiments peu son bienfaiteur et se hasarda à reparaître aux Tuileries, faisant dire par mange à l'empereur qui si n'en tenait un regard. Il se tuerait à la porte en sortant, et l'empereur ne crut pas avoir lui refusé une serrure en passant devant lui. L'empereur, durant son règne, avait répété sa noble et généreuse
obligations sont en faveur de plusieurs grandes manufacturiers Obercon, Ricard, Richard, Lenoir et autres. Ils voulaient chercher leur article, mais toutes les voix se sont élevées pour témoigner en leur faveur. 14. Vers le 4 heures, il nous est arrivé un très grand nombre de visiteurs. C'étaient les passagers de la flotte des Indes que l'empereur avait agréé de recevoir. On comptait parmi eux un monsieur Strange, beau-frère de Lord Melville, ministre de la Marine d'Angleterre, et monsieur Arbuthnot, Sir William Burrough, un des juges de la Cour suprême de Calcutta. 12 aide-de-camp de Lord Moira, d'autres encore, parmi lesquels plusieurs femmes. Nous étions tous accusés dans la salle d'attente. L'empereur sortant de sa chambre pour gagner le jardin a incité parmi nos visiteurs un empressement extrême. Ils se sont précipités aux fenêtres pour le voir passer. Cela nous rappelait tout à fait Plymouth. Le grand maréchal a conduit toutes ces personnes à l'empereur, qui les a reçues avec une grâce parfaite et ce sourire qui exerce tant d'empire. L'avidité était dans les regards de tous, l'émotion sur la figure de plusieurs. L'empereur parlait à chacun d'eux, connaissance suivant sa coutume, ce qui se rattachait à certains noms à mesure qu'il les entendait. Il a beaucoup parlé législation et justice avec les juges suprêmes, commerce et d'administration avec les officiers de la compagnie, questionner les militaires sur leur année de service et leurs blessures. Dites à deux de ces dames des choses fort aimables sur leur figure et leur tête respectée leur a-t-il dit par les regards du Bengale. Puis s'adressant à l'un des aides-de-camp de Lord Moira, il lui a dit que son grand maréchal lui avait appris que Lady Loudon était dans l'île, que si elle était en des temps de ses limites, il se fait un vrai plaisir de lui faire sa cour. Mais qu'étant en dehors de son enceinte, c'était pour lui comme si elle était encore au Bengale. Durant ces conversations dont j'ai été interprète, Monsieur Strange, avec qui je vais déjà causer auparavant, ne peut s'empêcher de m'attirer à lui par le pain de mon habit, peut me dire avec l'accent de la surprise et de la satisfaction: Ah, combien d'esprit et de grâce dans la manière dont votre empereur tient un lever! Monsieur, c'est qu'il n'est pas sans quelque habitude là-dessus. Nous les avons reconduits à notre salon. Toute la curiosité les a fait pénétrer jusqu'à la seconde pièce, le salon de l'empereur, Sir William Burrough, qui son emploi rend marquant dans le gouvernement, m'a demandé si c'était la salle à manger. Je lui ai dit que c'était le salon et pour mieux dire le tout. Il a été fort étonné. Je lui ai montré alors par la fenêtre les deux petites pièces qui, composant tout l'intérieur de l'empereur, sa figure était peinée. Son esprit semblait faire des comparaisons avec le passé et considérant les meubles misérables et la petitesse de l'espace. Il m'a dit d'un air pénétré: mais bientôt vous serez mieux. Comment donc quitterions-nous cette île? Non, mais il vous arrive de fort beaux meubles et une belle maison. Le vice n'est point dans les meubles et dans la maison qui sont ici. Il est dans les rocs sur lesquels elle repose, dans la latitude qu'elle occupe. Donc on ne changera pas cette latitude.
nous ne serons jamais bien.